La Corse partiellement bloquée, aucun avion à Bastia, un trafic maritime quasiment nul, l'essence a été rationnée, les matchs de foot Ajaccio-Lens et Bastia-Sedan ont été annulés. Sur le continent à Marseille, le parquet a demandé un mandat de dépôt contre 2 des 4 marins qui ont détourné le bateau de la SNCM. Et c'est dans ce contexte qu'un tir de roquette a touché la préfecture hier soir. Dans l'affaire Adidas contre le Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a été volé. Première réaction de l'ancien homme d'affaires qui gagne son procès en appel après 10 ans de procédure, 135 millions d'euros, de quoi éponger une grosse partie de ses dettes. Pour lutter contre le chômage des jeunes, l'inauguration du premier centre défense, deuxième chance, un dispositif entre service civil et formation au moment où le chômage baisse pour le 5e mois consécutif. Le dépistage du cancer du sein ne fait pas recette, seuls 40% des femmes y ont recours alors que l'examen est remboursé. Une situation préoccupante, 40 000 cancers du sein sont dépistés chaque année. Napoléon à la conquête de l'Amérique, une exposition itinérante qui commence à Washington, les effets personnels de l'empereur de son enfance à sa mort. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la tension monte d'un cran en Corse avec d'importantes perturbations, je vous le disais, du trafic maritime et maintenant du trafic aérien. Aucun avion à Bastia, un trafic perturbé à Ajaccio. L'île se prépare à un durcissement du conflit. L'approvisionnement d'essence a été rationné. Certaines entreprises commencent même à ressentir les premiers effets de la paralysie sur l'île. S'ajoute le désarroi des touristes. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Les avions sont bien sur le tarmac de l'aéroport de Bastia, mais ils ne peuvent pas décoller. Les pompiers, membres du syndicat des travailleurs corses, sont en grève. Après le blocage des ports mardi, le trafic aérien ce matin, la Corse est isolée, même si à Ajaccio, le trafic a repris en fin de journée. La situation de blocus est inquiétante. Toutes les professions, que ce soit BTP, que ce soit industriel, même si nous n'avons que de petites industries, tout le monde est à l'heure actuelle touché par cette grève. L'économie de l'île vont être complètement arrêtée dans quelques jours. Si la situation perdure, la pénurie peut vite s'installer. Dans les cuves des terminaux pétroliers, il y a une semaine de réserve seulement. Dans les supermarchés de l'île, même si ce n'est pas encore la panique, on prend ses précautions. J'ai pris des pâtes, du riz, un peu de viande et yaourt. Ouais, c'est tout. Les rayons se vident, mais ce sont les produits frais qui vont poser problème. Il reste 5 à 6 jours de stock. Vous aviez de l'eau. Les touristes sont devenus prisonniers de leur destination de vacances. Ils sont près de 6 000 à vouloir rentrer chez eux. Il a fallu qu'ils manifestent eux aussi pour être pris en compte. Nous, ça fait 2 nuits qu'on est bloqués ici. Et il n'y a rien qui avance. Pour le premier soir, on a des plateaux repas. Sinon, la mairie de Bastia se lave les mains de notre situation. Et de même que le Conseil général de Haute-Corse, la préfecture a réquisitionné un gymnase et un deuxième comme celui-là. La Corse attend donc une solution rapide au conflit de la SNCM, sans quoi c'est toute l'économie de l'île qui pourrait souffrir. Et c'est dans ce contexte qu'est intervenu hier un attentat visant la préfecture d'Ajaccio en plein centre-ville, un tir de roquette qui a explosé sans faire de blessés dans un bureau juste au-dessus de celui du préfet. Nicolas Sarkozy a aussitôt abrégé sa visite à La Réunion pour regagner Paris. Il pourrait y avoir un lien de cause à effet entre cet attentat et le conflit à la SNCM. Stéphane Bretner. La préfecture était l'un des seuls bâtiments publics à n'avoir jamais été la cible d'un attentat. Depuis 20 h hier, ce n'est plus le cas. À l'heure du dîner, une roquette sans charge explosive pénètre par cette fenêtre et dévaste le bureau de la comptabilité. Elle a été tirée de ce balcon à environ 150 mètres de l'édifice. Au moment de l'impact, le préfet était dans son bureau. Il n'y a pas eu de blessés, un miracle. Il y avait la standardiste qui travaillait, il y avait ma femme qui était dans le jardin un quart d'heure avant, moi j'étais au travail avec mes collaborateurs, la secrétaire était partie depuis pas très longtemps. Voilà, et pour tout vous dire, j'étais même au téléphone. Et j'ai entendu cette explosion au téléphone, avec l'écho, j'ai même eu le sentiment qu'il y en avait eu 2. Pour Pierre-René Lemas, cet attentat a un lien direct avec le conflit à la SNCM. Hier, le ton est monté lorsqu'un groupe de nationalistes a pénétré de force dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Là, Edmond Simeoni s'en est pris au préfet. L'élu nationaliste le juge responsable d'avoir envoyé le GIGN contre le bateau de la SNCM. Il a une conception qui n'est pas celle d'un préfet républicain de haut niveau. Il a le comportement d'un homme de faction. Il a le comportement d'un homme qui s'entremet en permanence parce que je pense qu'il n'aime ni la Corse ni les Corses. Sur l'île de Beauté, des attentats à la roquette, il y en a tous les ans. Le dernier, c'était au mois de mars contre une gendarmerie d'Ajaccio. Pas de doute, le climat se durcit
Entre les conflits sociaux et le regain de violence, le préfet s'attend à des jours difficiles. Et cet attentat a suscité des réactions au plus haut niveau de l'État, condamnation d'une grande fermeté de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin qui exprime son inquiétude sur le regain de tension en Corse. Dominique de Villepin appelle chacun à garder le sens des responsabilités. Nous l'écoutons. Je suis inquiet pour la situation qui est aujourd'hui celle de la Corse et qui est faite aux Corses. Le détournement d'un bateau tiré à la lance-roquette sur une préfecture, c'est inacceptable et cela doit être dit. Chacun doit le comprendre. On ne peut pas, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, et je ne les sous-estime pas. La situation est difficile, je comprends que certains s'inquiètent, mais chacun doit garder la mesure des choses, chacun doit garder le sens des responsabilités. Partons pour Bastia, où le syndicat des travailleurs corses a été reçu par le préfet dans l'après-midi. Chacun attend maintenant la décision de la justice concernant le sort des marins interpellés mercredi dernier. L'ambiance est à l'attente. Zindine Boudaoud sur place et Gilles Jacquet. Puisque hier... Ce matin, l'interview du président de la Chambre de commerce n'est pas allée bien loin. Avec monsieur le préfet et... Vous pouvez tout arrêter, c'est fermé là. Allez, c'est monsieur Féminin. Les militants du syndicat des travailleurs corses prennent possession de la Chambre de commerce. Ils ont appris que le procureur de Marseille avait demandé l'incarcération de 2 de leurs camarades. Occupation pacifique mais déterminée de plusieurs édifices publics dans l'hôtel de ville. Tout est fait sans heurts, dans le calme. Des gravats, du béton sont déversés sur la chaussée. Les grévistes ont multiplié les actions. Cet après-midi, ils ont marché en direction de la préfecture. En tête du cortège, les compagnes, les proches des 4 marins de la SNCM. Ils réclament leur remise en liberté. Je voudrais que mes 3 filles se rentrent à la maison ce soir, parce que ce sont des pères de famille, ce sont mes enfants, je les ai élevés dans la dignité et tout, ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des assassins. Les manifestants ont pu accrocher leur banderole aux grilles de la préfecture sans être inquiétés par les gendarmes mobiles. Le préfet a reçu ensuite une délégation de grévistes. À sa sortie, c'est la déception et la colère. Au niveau de l'État, il faut qu'ils prennent conscience que si ce soir, nous n'avons pas de réponse positive, il y aura une mobilisation énorme. Les militants du syndicat des travailleurs corses sont toujours très déterminés. Du sort de leurs 4 camarades détenus par la justice dépendra le bon déroulement d'un nouveau rassemblement prévu ce soir. Et précisément à Marseille, le parquet a requis un mandat de dépôt contre 2 des 4 marins poursuivis pour les détournements du bateau de la SNCM. Et rebondissement en fin de journée, le juge des libertés n'entend pas suivre les réquisitions du procureur. Alors on en est là pour l'instant. On sait par ailleurs que les 2 frères d'Alain Mosconi ont été, eux, remis en liberté sous contrôle judiciaire. Thierry Curtet sur place et Alain Dubas. 19h, Jean-Marc Mosconi est autorisé à sortir du tribunal de Marseille. C'est le premier des 4 hommes qui avait été déféré au parquet ce matin après 48 heures de garde à vue à être libéré. Téléphone chez moi, dit-il aux militants. Ils sont une centaine à avoir patienté toute la journée. 10 minutes plus tard, son frère Patrick est lui aussi libéré sous les vivas du comité d'accueil. C'est une vraie victoire, mais elle n'est pas entière. Elle sera entière lorsque les 2 qui sont à l'intérieur seront sortis aussi. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Comment s'est passé ce face-à-face avec la justice? Très mal, dans la mesure où on nous a pris pour des terroristes. On ne nous a jamais considérés comme des travailleurs. En fin de compte, il y a eu un bateau qui a été manœuvré, je dirais. Il n'y a pas eu de détournement de bateau, il n'y avait pas de passagers à bord. Et en vérité, il y a disproportion entre ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de menaces, il n'y a pas eu de casse. La remise en liberté des 2 hommes avait été annoncée par le procureur dès le matin. Lui souhaitait l'incarcération des 2 responsables qu'il jugeait comme étant les organisateurs de la capture du navire, même s'il estimait que l'action s'était déroulée sans violence. Il n'y a eu ni violence ni arme au cours de ce détournement. C'est un détournement au sens juridique du terme qui tombe clairement sous le coup de la loi, mais dont il est clair qu'il faut dire qu'il s'est passé sans armes et sans violence. Mais en ce moment même, des militants du syndicat corse et de la CGT montent encore la garde. Des rumeurs insistent sur un désaccord au sein même du tribunal de Marseille qui déboucherait sur une remise en liberté des 4 gardés à vue.
Et en direct de Marseille, Thierry Curtet, pour un tout dernier point, on l'a dit, on l'a vu, 2 des 4 marins viennent donc d'être mis en liberté sous contrôle judiciaire, mais rien n'est encore tout à fait décidé pour les 2 autres. Tout à fait, Béatrice. Nous sommes en train de vivre un début d'imbroglio judiciaire et il s'agit d'être très précis. Les militants qui sont réunis encore en ce moment même devant le palais de justice de Marseille espèrent que les 2 derniers leaders, à savoir Alain Mosconi et Félix Grégorio, puissent retrouver leur liberté dès ce soir. Ils savent, ces militants, que le procureur a requis un maintien en détention, une mise en détention de ces 2 leaders. Mais ils savent aussi que le juge d'instruction n'est pas d'accord et que lui préférerait 4 remises en liberté assorties d'un contrôle judiciaire assez strict. Alors, en ce moment même, derrière moi, dans le tribunal, il y a un débat entre le procureur, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention. C'est lui qui prendra la décision, une décision souveraine, même si le procureur peut faire appel. Si le juge des libertés décide que les 2 leaders sont remis en liberté, eh bien, ils sortiront dès ce soir. Il faut savoir que le procureur a requis ces mises en détention, ces demandes de détention, en accord avec le garde des Sceaux à Paris. Et il n'est pas sûr ce soir qu'il soit suivi. Merci Thierry Curtet. Et puis pour clore ce chapitre, sachez que Thierry Breton s'est rendu à Bruxelles pour obtenir le feu vert en cas de nouvel apport financier de l'État à la SNCM. Le gouvernement français serait alors donc autorisé à une aide à la restructuration, mais sous des conditions précises et strictes. Thierry Breton a plaidé, réaffirmant sa détermination à tout faire pour la survie et la pérennité de la compagnie de transport maritime. L'affaire Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais. Au terme de 10 ans de procédure, la justice reconnaît que Bernard Tapie a été floué lors de la vente du groupe Adidas en 1993. L'ancien homme d'affaires obtient 135 millions d'euros d'indemnité, de quoi effacer une grande partie de ses dettes. Ses dommages et intérêts sont moins élevés qu'il n'attendait. Dominique Verdaillan, Hugues Buchard. Les avocats du Crédit Lyonnais et de Bernard Tapie attendent. Personne ne se risque à un pronostic, à avancer un chiffre. Quelques minutes plus tard, le président annonce la condamnation du Crédit Lyonnais. À leur payer la somme de 135 000 euros. Erreur de chiffre, le magistrat a oublié 3 zéros. Précision pour vous dire que la somme c'est 135 millions et pas 135 000 euros. Les avocats de Bernard Tapie respirent. Ceux du Crédit Lyonnais gagnent la sortie au plus vite. L'État va devoir faire un chèque. La condamnation est difficile à encaisser. Une réaction sur quelque chose que je ne connais pas. Adidas, vendu en 1993 par Bernard Tapie au Crédit Lyonnais, 318 millions d'euros. Adidas revendu 1 an plus tard à Robert Louis Dreyfus, le double. Pour les magistrats, cette vente aurait pu se faire sans l'intermédiaire de la banque. La justice reconnaît que j'ai été volé à confier Bernard Tapie à ses avocats reçus à son domicile. 135 millions d'euros, une demi-victoire. Juste de quoi payer une partie des 200 millions d'euros que Bernard Tapie doit encore à ses créanciers. Il rentre dans ses frais, c'est tout. Ça permet de payer le passif, et je crois qu'il sort la tête haute de cette affaire. 1, on reconnaît que l'affaire a été bien gérée avant. 2, qu'elle avait une valeur supérieure. 3, que la banque n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Et par conséquent, ce qu'a dit Bernard Tapie depuis 12 ans, c'est avéré exact. Il a été floué. Un arrêt de 21 pages qui redonne le sourire à Bernard Tapie. Rare est le nombre de fois où la balance a penché de son côté. Et un Crédit Lyonnais épinglé, je cite, pour son manque de loyauté. Autre affaire judiciaire, celle de l'incendie d'un poste de police à Pau il y a 1 an. Le verdict est tombé il y a un peu plus d'1 heure. Les 8 jeunes sont acquittés. David Bazier, Philippe Dumail. Les jeunes gens du quartier de Louz-des-Bois éclatent de joie à la sortie du palais de justice de Pau. Leurs 7 copains ont été tous acquittés. Les jurés ont estimé qu'ils étaient innocents de l'incendie du commissariat commis en septembre 2003. Ça fait 2 ans que je vis dans le cauchemar et franchement ça me fait plaisir de voir la liberté de tout le monde. Alors qu'ils étaient innocents, mais quand même mon petit frère et mon cousin Jamel, ils ont fait 2 ans dans l'innocence. Toute la journée, les plaidoiries des avocats n'ont eu de cesse de mettre en cause l'enquête des policiers. Un seul témoin qui se rétracte, peu d'éléments matériels et un contexte, la venue sur place du ministre de l'Intérieur qui, selon la défense, a conduit à une enquête précipitée. Dans le délai de 3 mois, comme l'avait demandé M. Sarkozy, l'affaire était réglée. C'est un échec pour M. Sarkozy. Parce que quand on est ministre de l'Intérieur, on ne s'implique pas dans une affaire. Les 3 policiers qui ont risqué leur vie dans l'incendie n'ont pas fait de commentaires. Leur syndicat demande que l'enquête soit relancée. On respecte tout à fait la décision qui a été prise ce soir. Seulement on se dit une chose, maintenant il y a du boulot, il va falloir arrêter les 15 jeunes qui ont brûlé le commissariat. Mais 2 ans après les faits, la tâche sera difficile, car d'après les policiers qui suivent le dossier, il règne dans le quartier une certaine loi du silence.
Enfin, dans le procès pour pédophilie d'Angers, l'audience civile qui se tenait aujourd'hui a attribué aux 45 toutes jeunes victimes des dommages et intérêts. Même si l'argent ne peut rien réparer, il peut aider ces enfants à se reconstruire à l'âge adulte. Au total, plus d'1 250 000 euros, avec des sommes allant jusqu'à 100 000 euros pour la petite Marine, qui avait un peu plus de 4 ans au moment des faits. Décidément, les affaires de récidive occupent quasi quotidiennement l'actualité. Aujourd'hui, c'est un homme condamné pour agression sexuelle et qui pourtant portait un bracelet électronique. Eh bien, cet homme qui allait effectuer un stage a eu l'autorisation d'enlever son bracelet. Il a agressé 2 fillettes qui entraient dans un immeuble à Sainte-Foy-les-Lyons et c'est le père et les voisins qui l'ont rattrapé. Caroline Gauthier, Stéphanie Labrousse. Ils jouent ici. Les 2 petites filles jouaient ici, au pied de cet immeuble, mardi dernier, nous raconte leur grand-père. Un homme les suit et agresse l'aîné de 6 ans dans l'ascenseur. Sa sœur donne l'alerte. Pépé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur avec une casquette, il y a un dur et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a descendu le pantalon et après, il sort de la porte pour se sauver en haut. L'agresseur est très vite arrêté. Il s'agit d'un récidiviste, condamné pour agression sexuelle en 2003, puis pour exhibition en mars dernier dans la région de Montpellier. À 32 ans, cet ancien banquier bénéficiait d'une mesure d'aménagement de peine. Il portait un bracelet électronique de ce type-là. Mais le juge d'application des peines venait tout juste de le lui retirer. On lui a suspendu le port du bracelet électronique afin de lui permettre de suivre un stage de formation en région parisienne, afin de lui permettre d'obtenir un emploi permettant une meilleure réinsertion professionnelle. Jusque-là, le condamné s'était plié à toutes les obligations de soins comme de suivi socio-judiciaire et les juges le rappellent, ils ne prennent pas seuls leurs décisions. Nous avons un contrôle du ministère public, du procureur de la République, un avis d'un médecin et un avis de l'éducateur qui suit l'individu. L'agresseur récidiviste encourt désormais la prison ferme. Aujourd'hui en France, 755 condamnés portent un bracelet électronique. À Lille, des pièces détachées automobiles de contrefaçon ont été saisies par les douanes. Une belle prise de quelques 14 000 phares et rétroviseurs imitant ceux de Renault, Citroën ou Peugeot. Ces pièces détachées ont été fabriquées à Taïwan. Elles étaient destinées à être revendues. Le chômage en France recule pour le 5e mois consécutif avec une baisse en août de 0,9%, une embellie qui profite pratiquement à toutes les catégories. Pour Dominique de Villepin, ce sont des résultats encourageants. À gauche, le Parti socialiste dénonce une baisse administrative. Parmi les dispositifs mis en place pour les jeunes, et notamment ceux qui sont en situation d'échec scolaire et professionnel, inauguration ce matin du premier centre défense deuxième chance. À terme, 10 000 jeunes seront concernés entre formation et service civil pour être mieux préparés à trouver un emploi. Frédéric Rota, Antonin Boutard. Allô, enfants de la patrie! Tous les matins à 8 h, Marseillaise obligatoire. Une question d'habitude. Tous ces garçons et ces filles âgés de 18 à 21 ans se sont portés volontaires. Il s'agit pour eux de reprendre des études, obtenir un diplôme et surtout trouver un emploi dans les secteurs de la restauration, du bâtiment ou de l'environnement. Cette formation, c'est sans doute leur seconde et dernière chance. La première chance, c'était l'école. On avait les cours, on avait tout. Et les cours, on a lâché l'affaire sur les cours. On a arrêté les cours en fin d'année. On était en train de galérer dans nos cités. Moi, au début, j'étais en maçonnerie. Et bon, par la suite, ça s'est mal passé au CFA. Alors, je suis venu ici pour plus de restrictions, plus de discipline, on va dire. Le cadre militaire, ça vous fait pas peur? Non, ça me fait pas du tout peur. Même si l'uniforme est obligatoire et le régime très strict, l'encadrement est compréhensif. Les éducateurs sont essentiellement des militaires, mais à la retraite. Je crois qu'ils ont besoin un petit peu de se remettre un petit peu dans les rails. Ils en ont besoin et ils en demandent. On a vu par la suite, au départ, que les jeunes demandaient un petit peu de militaires, si je puis dire. Cet établissement, le premier d'une cinquantaine envisagé par le gouvernement, est loin d'être le bagne. C'est un service quasi militaire, mais pour un nouveau démarrage dans la vie civile. Médecine avec demain une journée de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein, une journée bien nécessaire car les spécialistes le reconnaissent, plus de la moitié des femmes ne vont pas se faire dépister alors que l'examen est remboursé. Un état des lieux préoccupant quand on sait que chaque année 40 000 nouveaux cancers du sein sont détectés. Marie-Pierre Samitier, Nadine Picard.
trop peu nombreuses. Elles sont seulement 40% des plus de 50 ans à passer une mammographie, alors que cet examen est gratuit. La raison, très souvent la peur. À ma connaissance, c'est un des examens les plus angoissants pour la femme et elle y vient dans beaucoup de cas à reculons ou parce qu'elle se sent vraiment obligée. Et cette angoisse est un frein au dépistage du cancer du sein, d'autant qu'elle est inavouée. Mais en général, elles ne le disent pas. Mais on sent une tension nerveuse? On sent une tension, quand on leur fait l'examen, on sent une tension qui, au fur et à mesure de l'examen, diminue. Pourtant, c'est un examen indolore qui peut sauver des vies ou même éviter des opérations lourdes. Souvent dépistés trop tard, les cancers du sein tuent 11 000 femmes chaque année. J'ai des amis qui ont traîné, qui avaient perdu l'ordonnance comme par hasard et qui ont fait l'examen 6 mois ou 1 an après et finalement elles avaient quelque chose. Donc il aurait été préférable de faire l'examen tout de suite. Donc c'est des actes manqués. Depuis 2 ans, la campagne pour inciter les femmes au dépistage n'a pas eu l'effet espéré. Et ce, malgré les chiffres alarmistes. Prévenir, c'est guérir. Le vieil adage est plus que jamais d'actualité. À l'étranger, le référendum sur la réconciliation en Algérie, un plébiscite avec les résultats officiels qui donne plus de 97% oui, une participation de plus des 3/4 des électeurs. Cette charte proposée par Abdelaziz Bouteflika est censée tourner la page de la violence et du terrorisme. Les principaux partis d'opposition avaient eux appelé au boycottage du scrutin. Dans un pays submergé par le chômage, avec 30% de la population sans emploi, le prochain défi du président algérien sera de remettre l'économie en marche, grâce sans doute à l'argent du pétrole qui remplit les caisses de l'État. Reportage sur place, Christian Autain, Vincent Bouffartigue. Sur la rue d'Idouche Mourad, les Champs-Élysées d'Alger, le vent du renouveau semble souffler. Et le Club 54 en est l'exemple. Après 12 ans d'exil, Rano est rentré d'Angleterre l'an dernier. Avec ses économies, il a ouvert ce restaurant. Un projet inimaginable il n'y a pas si longtemps. C'était pas possible parce qu'il y avait des problèmes en Algérie, tout le monde s'enfuyait à cause des événements qui se passaient en Algérie, tout ce qui s'est passé, la guerre civile et tout. Ici, c'est un havre de paix pour une clientèle choyée. Résultat, le Club 54 connaît un réel succès. Fait inhabituel pour un pays arabe, le lieu est fréquenté par des femmes, seules ou accompagnées. Ici, on est libre, on peut fumer, on peut discuter avec les gens, voilà, il n'y a pas de limite. Dehors, c'est la même énergie qui s'exprime. Dans ce marché improvisé, on trouve de tout. Des produits rapportés illégalement de l'étranger et vendus 3 fois moins cher que dans les magasins officiels. Une économie de débrouille pour ces vendeurs à la sauvette. C'est nous qui avons créé notre propre travail. On est bien obligé de gratter par-ci par-là. On fait ce qu'on peut pour vivre. La colère n'est pas loin et les Algériens s'impatientent. Quelle que soit l'issue du référendum, ce qu'ils veulent, c'est un travail et une vie décente. La réconciliation, tu rigoles? Qu'ils s'occupent d'abord de nous. Tu as vu la situation dans laquelle on est? Avec 30% de chômeurs, l'Algérie est au bord du chaos social. La paix doit permettre au pays de se relancer. C'est le nouveau défi du président Bouteflika. Que la population touche enfin les dividendes de la manne pétrolière. En Irak, la terreur quotidienne des attentats est toujours pour cible la communauté chiite. Près de 100 personnes ont trouvé la mort, autant ont été blessées. C'est au nord de Bagdad, dans la région de Balad, qu'ont eu lieu ces explosions meurtrières à la voiture piégée. Aux États-Unis, de gigantesques incendies continuent leur progression. En Californie, des centaines de personnes sont évacuées. L'air est suffocant avec des fumées visibles à des kilomètres, y compris dans la ville de Los Angeles. À pied d'œuvre, plusieurs milliers de pompiers. Jean-François Firet. L'hélicoptère paraît si petit face à ce rempart de fumée qui s'étend sur 16 km. La vallée de San Fernando, la banlieue chic de Los Angeles, est cernée par les flammes depuis 3 jours. Favorisé par des températures caniculaires, le feu a déjà ravagé 6900 hectares de forêt et de broussailles. Au pied des collines, les habitants sont désemparés, les flammes ne cessent de progresser. Ça fiche vraiment la trouille de regarder les flammes et de ne pas savoir si elles toucheront ou non nos maisons. D'ici, on a l'impression qu'elles se dirigent tout droit sur nos maisons. 3000 pompiers sont sur place. L'un d'entre eux a été sérieusement blessé, mais on ne compte pour le moment aucune victime civile.
Des centaines d'habitants ont été évacués. Ils sont toujours hébergés dans des écoles ou dans ce centre de la Croix-Rouge. Impossible de savoir jusqu'à quand. Ça dépendra du temps et de la direction du vent. Ce week-end, les températures devraient rester élevées et les vents souffler jusqu'à 40 km/h. S'ils ne sont pas maîtrisés dans les jours prochains, ces incendies pourraient être aussi violents que ceux de 2003. 22 personnes y avaient trouvé la mort. Dans le reste de l'actualité en France, j'en viens à cette histoire invraisemblable et pourtant. En Lorraine, dans cette maison vivaient en meute 340 chiens qui étaient bien nourris mais pas soignés. C'est un couple qui disait adorer les animaux, qui les ont élevés. Un spectacle hallucinant évoque les témoins. Laetitia Legendre, Philippe Turpot. 1, 2, 3 chiens. Ce ne sont pas 101 dalmatiens, mais 338 griffons, loulous et chihuahuas que la SPA de Lorraine vient de récupérer chez un couple de quinquagénaires de la région. Ils sont pleins de boue, pleins d'excréments. C'est des chiens qui ne devaient pas sortir, ils étaient entassés, ils vivaient sur eux-mêmes. Hein. Aboiements incessants, odeurs insoutenables, ce sont les plaintes des voisins qui ont mis la puce à l'oreille du maire. Les 338 chiens s'entassaient à l'étage de ce pavillon. Il a fallu 2 jours aux gendarmes pour les attraper. On ne pouvait pas ouvrir nos fenêtres, on ne pouvait pas aller devant notre porte. Si le vent soufflait par ici, parce que la maison est juste là, si le vent soufflait par ici, on restait 10 minutes dehors, on ne pouvait pas. Le sol était rempli d'urine, de tout ce qu'on veut. Et vraiment, les chiens étaient malheureux, ils étaient, je pense, pouilleux, galeux, et c'était pas beau à voir. Mais si les chiens sont partis, il reste toujours leurs petits souvenirs. Quelques dizaines de mètres cubes de déjection emballés dans des sacs poubelles, de quoi mettre le voisinage de fort mauvais poil. Il y a un semi-remorque là, enlevé. Hein. Depuis 2 jours, au refuge de la SPA, les dons affluent. Tentes, croquettes, les bénévoles donnent un coup de collier pour soigner cette improbable meute, malgré des locaux inadaptés. Bon, le problème, c'est au mois de novembre, où il va commencer à geler. Donc tous ces chiens-là, ce ne sont pas des chiens qui peuvent vivre dehors. Il faut leur trouver un abri en dur avec du chauffage. Plusieurs personnes ont déjà proposé d'en adopter. En ce week-end de porte ouverte, le refuge de la SPA attend de nombreuses familles d'accueil. Profession détective privé, un métier d'avenir semble-t-il, y compris pour les femmes qui sont de plus en plus nombreuses. À l'occasion du Congrès national, nous avons suivi pour une fois celle qui a pour tâche de débusquer des adultères ou des affaires de concurrence déloyale. Yann Frontier, Frédéric Delarue. Observer discrètement, ne pas se faire remarquer. Loin du mythe, loin des séries américaines, ce détective privé n'a pas de revolver à la ceinture. Son arme à elle, car c'est une femme, la patience pendant les longues heures de planque. C'est mon quotidien. C'est d'ailleurs beaucoup plus d'attente que d'action en fait. C'est le côté ingrat du travail. Mais quand on a un résultat au bout, c'est quand même satisfaisant d'avoir été patient. Son téléobjectif à portée de main, elle note les allées et venues de celui qu'elle observe. Un salarié suspecté par son patron de concurrence déloyale. Sans oublier le petit détail qui fait la différence. Je peux cacher mes cheveux longs avec un bandana pour changer de look. J'ai une pince à cheveux pour pouvoir m'attacher les cheveux. J'ai des crochets à chignon dans mes poches. J'ai une paire de lunettes de soleil, une paire de lunettes de vue. Après la planque, la filature. Là aussi, il s'agit d'observer tout en restant à distance. Retour au bureau. Marie-Laure a rendez-vous avec un ancien client qui a souhaité garder l'anonymat. Il a fait appel à ses services dans un dossier d'adultère. Il n'a pas regretté son choix. Où je fais un divorce, ce qu'on peut appeler à l'amiable, il n'y a jamais de divorce à l'amiable, et je payais des montants compensatoires alors que bon, je n'étais pas fautif, où il fallait faire appel à un détective privé, et puis bon, ça m'éliminait les montants compensatoires. Bon, les montants compensatoires, je peux vous dire qu'ils se remontaient à 75 000 €. Quoi. Marie-Laure est détective privée depuis 1 an et demi, un rêve de jeunesse qui s'est réalisé après l'obtention d'un diplôme d'État, mais un rêve difficile à concrétiser. Pour l'instant, elle ne vit toujours pas de son métier. Demain s'ouvre le mondial du 2 roues à Paris avec comme vitrine le haut de gamme et la très emblématique Harley-Davidson. La firme américaine est en plein renouveau avec un seul but, conquérir une nouvelle clientèle. Julien Beaumont, Rémi Poissonnier et Abdel Zouyesh y arrivent. C'est le nouveau visage d'Harley-Davidson. Chrome et talons hauts, les femmes représentent aujourd'hui 10% de la clientèle de la marque américaine. Valérie a 42 ans, elle vient de passer son permis avec un seul but, pouvoir elle aussi un jour conduire une moto, mais pas n'importe laquelle.
Il n'était pas question que j'ai autre chose qu'une Harley, mais comme je la trouve plutôt jolie, souple, avec des jolies courbes, elle me correspondait parfaitement. Avant, Harley Davidson, c'était plutôt ça. Johnny Hallyday, les grands espaces, tatouages et barbe longue. Un mythe hors de portée pour beaucoup. Jusqu'à ce que les filiales européennes se décident à bousculer la maison mère. Hey John, Jean-Luc again. How are you doing? Chez Harley France, l'américain reste langue officielle. Les motos, elles, sont maintenant bien mieux adaptées au marché hexagonal. Exemple avec ce modèle. Nouveau look, nouvelle position, des machines qui plaisent en France, mais pas seulement. Elles sont bien évidemment toujours proposées aux États-Unis et pour un certain nombre d'entre elles, effectivement, le succès a également été surprenant aux États-Unis, ce qui est un petit peu l'ironie de l'histoire, puisque l'Europe obtient des modèles spécifiques qui marchent aux États-Unis. Résultat, 5000 motos vendues en France, 300 000 dans le monde, des chiffres historiques. Sortie nocturne pour Valérie et ses nouveaux amis, car avec chaque moto neuve, la marque offre une inscription au club Harley. C'est bien la moindre des choses quand on vient de débourser entre 8 000 et 35 000 euros. Un mot de basket, le capitaine de l'équipe de France, Antoine Rigaudot, tire sa révérence. Il met un terme à sa carrière de joueur après 17 ans au plus haut niveau. Âgé de 33 ans, Rigaudot, que l'on surnomme le roi, un des meilleurs joueurs français de basket, avait décroché le bronze avec l'équipe de France à l'Euro 2005. Napoléon part à la conquête de l'Amérique. Napoléon, comme vous ne l'avez jamais vu, une exposition de ses effets personnels, de son enfance à sa mort, exposée pour la première fois à Washington, puis à travers le pays. Pour les Américains, Napoléon, c'est celui qui a vendu la Louisiane et a permis aux États-Unis de s'agrandir. Pour le reste, eh bien, on ne demande qu'à découvrir. Alain Chalvran. En politique, la stupidité n'est pas un handicap. Les Américains aiment bien cette citation de Napoléon. D'ailleurs, ils adorent Napoléon, au point de lui consacrer à Washington, dans le prestigieux musée du National Geographic, une exposition inédite. 300 objets d'une collection privée, celle de la famille Chalençon. 90% de ces objets, c'est la première fois qu'ils sont exposés. Ils ont été vus peut-être parfois en photo, dans des magazines, dans des livres d'histoire, mais ils n'ont jamais été vus en vrai, jamais exposés. Des objets extraordinaires, un des chapeaux de l'empereur, celui de la bataille d'Essling en 1804, la Légion d'honneur qu'il avait brodée sur sa poitrine avec son cordon rouge, sa chevalière impériale ornée de diamants, sa carte de l'Europe, remodelée à sa façon, sur laquelle on devine encore des trous d'épingle. Un lit de campagne, sans doute celui qui a servi à Wagram, avec la boîte dans laquelle on pouvait le ranger en moins de 5 minutes, car Napoléon était un homme pressé. Le midi, il mangeait entre 5 et 6 minutes, le soir entre 12 et 15. Quand il faisait l'amour, ça durait pas plus de 5 minutes non plus, les femmes s'embêtaient beaucoup. Quand il était en bataille, ses mouvements militaires ont permis ses grandes victoires. C'est quelqu'un qui a toujours été très rapide. Émouvant, ce portrait cypriste réalisé à Sainte-Hélène peu avant sa mort. Sainte-Hélène où il portait ce curieux fichu en madras et ses chemises et caleçons tout simples. C'est une des dernières chemises de l'empereur qui est tachée de sang, car dans les derniers moments de sa vie, eh bien, il a malheureusement eu des hémorragies et il rendait du sang. Donc il y a un certain nombre de gouttes de sang qui n'ont pas été enlevées. C'est un petit peu le côté fétichiste du côté napoléonien. Par contre, le caleçon est certainement un des tout derniers caleçons qu'il a eu, si ce n'est le dernier caleçon de l'empereur. Curieusement, à Sainte-Hélène, Napoléon avait cette carte des États-Unis. J'en aurais fait un empire, disait-il. En France, pendant tout le mois d'octobre, le musicien Jean-Marie Leclerc, musicien de la cour de Louis XIV, eh bien, cet homme est à l'honneur à Versailles, la revanche d'un musicien totalement oublié 300 ans après sa mort. Michel Montpontet et Philippe Luthier. Je m'appelais Leclerc, Jean-Marie, musicien du roi, entre courbette et commande, auprès du grand Louis XIV. Homme du XXIe siècle, dites-moi que vous ne m'avez pas oublié. Eh bien si, nous vous avons oublié. Mais si jamais vous reveniez, vous en auriez des surprises. Que pourriez-vous dire? Ces rois qui m'ont fait trembler ne sont plus que de pierre. La loge royale est vide. Que s'est-il passé pour les têtes couronnées? Mais en bas, sur la scène du théâtre royal, c'est bien ma musique qui vit encore? C'est mon opéra, Scylla et Glaucus? Dans la fosse,
à un chef qui n'a ni perruque ni livret dirige, un comble. Mais c'est à lui que je vais demander, suis-je plus connu aujourd'hui que ce diable de Lully? On a repris Lully tout le temps, à l'infini, et donc il a certainement plus la chance d'être une référence que vous. Mais c'est injuste. C'est injuste si on veut, oui. Et je veux, avec le mal de chien que je me suis donné à 50 ans pour composer cet opéra, avec des airs magnifiques, non? Alors pourquoi, malgré tout ça, vouloir me pousser vers la sortie? Votre musique, en fait, a été très jouée de son vivant, et de votre vivant, et du vivant de cette musique. Mais en fait, elle a assez vite sombré dans l'oubli. L'oubli, c'est l'enfer des musiciens. Jean-Marie Leclerc, un mois durant, vous êtes l'hôte de Versailles, un cadeau royal. Et puis avant de refermer ce journal, un détour par Marseille dans l'affaire de la SNCF, avec à l'instant cette décision du juge des libertés qui, contre l'avis du parquet, a décidé de remettre en liberté les 2 hommes mis en examen pour le détournement du navire en milieu de semaine de la SNCF. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, suivi du Point Route, Valérie Maurice. 20h50, votre soirée de polar avec la crime. 1h05, le journal de la nuit, Eve Mété. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.